Bonjour, je suis Jocelyne Guillon du Magogie. Bienvenue à ce webinaire. On va traiter de comment on gère l'agitation ou l'agressivité d'une personne souffrant d'une maladie d'Alzheimer ou apparentée. Donc nous allons aujourd'hui accueillir le docteur Vincent Oulaoudia qui est président du Gérontopole Pays de la Loire et puis le docteur Caroline Sahel-Serre qui va faire la présentation. Le docteur Caroline Sahel-Serre est praticien hospitalier au CHU de Nantes. Donc les Tutonomies, c'est une web-série qui est sur YouTube depuis 2019. Ça a été mis en place avec Malakoff Humanis et des experts du médico-social. Donc, c'est des tutoriels pour aider au quotidien les personnes qui soutiennent un proche en perte d'autonomie. Et puis, depuis cette année, on a lancé ces webinaires mensuels parce qu'il y a des thématiques qu'on ne peut pas traiter dans un tutoriel, tout simplement. Donc, ces webinaires, ça va vous permettre d'échanger avec un expert, d'avoir un aperçu rapide des aides et des lieux où demander de l'aide. Et puis, ça s'élargit un peu plus sur le bien vieillir. Donc, c'est soutenu par la CARSAT Pays de la Loire et puis l'équipe du Gérontopole Pays de la Loire et des professionnels qui viennent intervenir. Merci Madame Guyon. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, notre thème, c'est les problèmes de la gestion des troubles comportementaux et en particulier de l'agressivité chez des personnes qui ont une maladie d'Alzheimer. Alors, je rappelle que la maladie d'Alzheimer, c'est un nom que tout le monde connaît. Ça fait partie des troubles neurocognitifs majeurs. C'est ce qui a remplacé aujourd'hui le thème de démence. C'est quoi? Ce sont une altération des fonctions cognitives, c'est-à-dire de la connaissance, de la mémoire, des fonctions du fonctionnement intellectuel et qui retentit sur la vie quotidienne. Alors, ce déclin, il est évolutif. Il est à différencier d'un état confusionnel aigu ou d'une maladie psychiatrique. Ça regroupe un certain nombre de maladies. Il y a donc la maladie d'Alzheimer qui est la plus fréquente et puis des maladies apparentées, mais ça peut aussi toucher des personnes atteintes d'une maladie de Parkinson ou d'une lésion cérébrale, qu'elle soit d'origine vasculaire, qu'elle soit d'origine traumatique, qu'elle soit d'origine tumorale. Ça peut être aussi à l'occasion d'une infection qui touche le tissu neurocérébral. En France, 850 000 personnes sont touchées par la maladie d'Alzheimer. Ce sont en général des personnes âgées de plus de 75 ans, mais on sait qu'il y a des personnes plus jeunes et parfois très jeunes qui peuvent être touchées par la maladie. La plupart vivent à domicile pendant de nombreuses années et voient une aggravation progressive de leur état, entraînant à terme un épuisement de l'aidant s'ils vivent avec un aidant, s'ils vivent avec un conjoint ou avec un enfant, mais qui peut conduire à l'institutionnalisation de la personne. Alors, quel que soit le stade du trouble neurocognitif, les aidants doivent être accompagnés pour prendre en charge leurs parents ou la personne qu'ils aident avec un triple objectif: atténuer les troubles du comportement qui seront toujours présents au cours de l'évolution de la maladie, maintenir le plus longtemps possible l'autonomie fonctionnelle restante et compatible avec cette vie à domicile, et puis améliorer la qualité de vie et le maintien de la dignité de la personne. Cette prise en charge, elle est multidimensionnelle, à la fois sur le plan cognitif, mais aussi sur le plan fonctionnel, psychique, social. Elle est centrée donc sur le patient avec son entourage et son environnement. Les troubles qui sont les plus difficiles à gérer sont en particulier les troubles de l'agressivité, de l'agitation, les troubles du comportement qui sont durs à pouvoir canaliser. Ils surviennent de façon variable et ils sont variables aussi d'une personne à l'autre. Parmi ces troubles de comportement, nous allons donc nous intéresser aujourd'hui à l'agressivité et à la manière de la percevoir, de la comprendre et de l'accompagner. Le docteur Caroline Sahel-Serre est médecin hospitalier, praticien hospitalier au CHU de Nantes. Elle est responsable de l'unité cognitivo-comportementale. Caroline, merci d'avoir accepté de nous présenter cette problématique et je vous laisse la parole. Merci beaucoup, docteur Oulaoudia. Bonjour à tous. Donc, on va parler principalement de la question de l'agitation et de l'agressivité chez une personne qui souffre d'une maladie d'Alzheimer ou apparentée. Et comme l'a dit le docteur Oulaoudia, les troubles psychocomportementaux sont fréquents dans l'évolution d'une maladie d'Alzheimer ou apparentée.
Par contre, c'est vrai que ce n'est pas parce qu'un malade souffre d'une maladie d'Alzheimer qu'il va être agressif. Et un comportement agressif chez un malade souffrant de maladie d'Alzheimer n'est pas, entre guillemets, gratuit. En fait, souvent, on doit prendre en compte globalement chaque personne en tant qu'individu et il va falloir tenter de comprendre, d'analyser, d'anticiper, prévenir la survenue d'un trouble du comportement. C'est pour ça qu'il faut connaître les troubles qui sont possibles et être sensibilisé à une attitude appropriée, même si elle va être individuelle, différente selon chaque personne. Alors, beaucoup de choses vont vous sembler plus faciles à dire qu'à faire, parce que vous êtes aidant, vous êtes en première ligne, vous n'aurez pas forcément la possibilité de passer le relais, en tout cas dans l'immédiat lors d'une crise. Et dans les services de soins, nous n'avons pas toutes les solutions, parce qu'on ne connaîtra jamais le malade aussi bien que ses proches. Mais par contre, nous sommes une équipe et donc on a tout de suite une possibilité d'appel à l'aide en cas de difficulté ou de passage de relais, en tout cas toutes les 8 heures. Donc dans cette approche, enfin dans ce que je voudrais partager avec vous, il ne va pas s'agir pour vous de devenir un soignant ultra spécialisé dans la prise en soin d'un malade atteint de maladie d'Alzheimer, mais de garder votre position d'époux, d'épouse ou d'enfant. Et on va reprendre ensemble certaines situations, essayer d'y apporter des propositions d'apaisement et pour donner un sens ou des sens à tous ces comportements qui sont déstabilisants. On va faire un petit listing déjà du type d'agitation ou d'agressivité auquel on peut être confronté. Et à domicile, on va souvent rencontrer, on peut être confronté à une agressivité verbale avec des cris, des insultes, une personne qui va parler fort, une agressivité physique avec une agitation psychomotrice, une personne qui va faire des choses de façon répétée, stéréotypée, qui va sortir et marcher de façon inappropriée, qui va s'opposer à ce qu'on l'empêche de faire ou bien à ce qu'on lui fasse faire quelque chose qu'elle n'est pas en capacité de consentir ou de comprendre. Il peut y avoir aussi des comportements agressifs associés à une atteinte neuropsychologique comme des difficultés d'identification des visages, des moments où on a l'impression que la personne va revivre des événements de sa vie qui ont vraiment eu lieu, mais qui sont sans rapport réel avec le moment actuel. Il peut y avoir des idées délirantes qui peuvent être associées à un trouble de l'humeur, des troubles du sommeil paradoxal et un comportement qui est particulièrement difficile à prendre en charge, que ce soit pour les aidants ou pour les soignants, c'est la nosognosie, la non-reconnaissance ou non-prise de conscience des troubles cognitifs. Du coup, les situations plus fréquentes à domicile vont être surtout l'opposition de soins ou le refus de soins, donc les comportements répétitifs ou stéréotypés et incohérents, l'agitation anxieuse de fin de journée qui est quasi systématique en fait chez les personnes qui souffrent de troubles cognitifs, et les sorties inopinées ou fugues. Donc, les idées délirantes, délire d'identification des visages, c'est ce dont je vous ai parlé, on y reviendra. Les troubles du sommeil, notamment du sommeil paradoxal avec parfois des sortes de rêves éveillés, et la nosognosie. Pour pouvoir mieux appréhender ce genre de situation, enfin, ce qui peut être nécessaire, c'est la réalisation d'une analyse comportementale, mais qui se fera de toute façon a posteriori. C'est ce qu'on fait dans les unités de soins, mais qui peut être aussi réalisé par les proches, parce que ça permet de mieux comprendre ce qui se passe, quelle personne a un trouble du comportement, comment ça se présente. En fait, ça va permettre de décortiquer en fait, l'épisode de crise qu'on vient de vivre pour essayer d'y apporter des explications. Donc, l'analyse comportementale, elle va servir à se poser des questions sur ce qui vient de se passer, avec des questions simples. Qui est impliqué? Donc, la personne qui est malade, c'est cette personne que l'on connaît mieux que quiconque. Qu'est-ce qu'elle a présenté? Une agressivité verbale à l'égard de quelqu'un, une agressivité physique, une perte des convenances sociales, une agitation psychomotrice incontrôlable. Où est-ce que ça s'est passé? Parce que le lieu peut avoir aussi son importance, en fait. La personne, elle peut être déstabilisée si elle se retrouve dans un endroit qu'elle ne connaît pas. Donc, ça peut très bien se passer à la maison, dans la salle de bain, parce que c'est une nouvelle soignante qui vient s'occuper du malade pour la toilette. Dans un restaurant, parce qu'on a perdu les repères, il y a un brouhaha. C'est
difficile de gérer l'angoisse par les difficultés d'interprétation de toutes les stimulations de l'environnement, la fête de famille, ou alors dans les transports en commun. Donc, après, c'est comment? Donc, est-ce que c'est par une opposition, une déambulation, une non-reconnaissance du lieu de vie ou de l'aidant, de l'époux ou de l'épouse, des idées délirantes qui vont être très envahissantes avec des angoisses, des hallucinations qui peuvent être aussi angoissantes, mais il y a aussi des cas d'hallucinations qui ne sont pas angoissantes du tout, ou une incompréhension de l'environnement avec des interprétations. Comme on ne comprend pas, c'est comme pour, par exemple, les idées délirantes de vol, ce qu'on appelle idées délirantes, en fait, c'est plutôt des interprétations, comme la personne a un oubli à mesure et ne sait plus, par exemple, où elle a posé son porte-monnaie. Si on ne le retrouve pas, c'est qu'on l'a volé. Alors après, à quel moment de la journée? Donc, le matin à la toilette, au moment du repas, parce que la personne n'est plus en capacité de se servir de ses couverts et que finalement, il va falloir se dire, OK, je laisse mon proche manger comme il peut, du moment qu'il réussit à s'alimenter seul. Le soir, en fin de journée, donc je vais passer la question en même temps, c'est souvent parce qu'il y a une atteinte sensorielle, une diminution de la luminosité et une résurgence des angoisses. C'est un petit peu un comportement qui est, comment dire, un peu infantile en fait. On retrouve ces angoisses d'enfants. Et puis la nuit, parce que la nuit, on est seul, il y a une séparation, il y a une angoisse de séparation et il faut lâcher prise. Voilà. Donc, ça, c'est l'analyse comportementale. Après, dans cette analyse comportementale, quand on prend la question de qui, il faut aussi considérer pour les proches que vous allez être un binôme aidant et malade, un binôme indissociable, pour lesquels les soins vont être aussi nécessaires à l'un qu'à l'autre. Et du bien-être de l'un va découler le bien-être de l'autre. Là. Du coup, dans la question de qui est le malade, mais il va y avoir aussi son aidant. Donc, le malade, quand on prend en compte un malade, on le prend de façon globale, c'est-à-dire que ce malade, il a son histoire personnelle avec ce qu'il a vécu, parfois des événements de vie que vous ne connaîtrez pas, comme si c'est dans la petite enfance, où il a ses valeurs amitié, famille, travail, quelqu'un pour qui le travail était très important, qui a travaillé toute sa vie. Il a ses besoins psychologiques. Donc, les besoins psychologiques, c'est d'être protégé, besoin d'affection, besoin de se sentir utile. Il a ses propres traits de personnalité. L'aidant, c'est pareil. Il a aussi son histoire de vie, ses valeurs, ses besoins, ses traits de personnalité. Et puis, chez le malade, comme disait le docteur Oudaoulia tout à l'heure, il faut prendre en compte aussi les capacités fonctionnelles cognitives au moment où survient le trouble. Est-ce que dans l'évolution de sa maladie, le malade a des troubles attentionnels, des difficultés d'expression verbale ou de compréhension orale, ne va pas comprendre ce qu'on va lui dire, une désorientation, une perte de l'inhibition, une atteinte de la mémoire. Alors souvent, dans les atteintes de la mémoire, la personne va avoir des troubles de la mémoire immédiate, donc ne va pas forcément se souvenir de ce qui s'est passé la veille, de ce qui s'est passé le mois dernier, de l'endroit où il est allé en vacances, mais plutôt une mémoire plutôt plus ancienne, avec des souvenirs plus anciens de sa jeunesse ou de sa petite enfance. Et puis, il faut prendre en compte aussi ses capacités fonctionnelles. Donc ça, c'est plutôt sur le degré d'autonomie, capacité fonctionnelle physique. Après, l'aidant, lui, il a aussi sa santé physique et psychologique. C'est important à prendre en compte quand il arrive à un problème d'agitation ou d'agressivité. Il faut qu'on prenne en compte aussi comment est l'aidant à ce moment-là. Est-ce qu'il va bien physiquement et psychologiquement? Et puis, il y a quelque chose aussi qu'on ne pourra jamais, sur lequel on ne va pas agir quand on prend en compte un épisode d'agitation ou d'agressivité, c'est l'histoire de vie commune de l'aidant et du malade, qui fait que de toute façon, l'époux sera toujours l'époux de la personne malade. On ne pourra jamais changer le rapport d'époux-épouse, en fait. Vous resterez toujours à votre place d'aidant dans la prise en charge de cette personne malade. Donc, quand on lit une analyse comportementale, on va se rendre compte qu'une conduite
d'allure agressive aussi, elle pourra tout simplement être due à une conduite défensive. Par exemple, quand on fait une toilette chez une personne pudique, ou à une réaction de surprise, quand on va comment dire, ne pas prévenir un peu, en fait, surprendre la personne parce qu'elle n'arrive pas à, comment dire, à anticiper tout ce qui se passe autour d'elle. En fait, il faut souvent capter l'attention d'une personne qui a une maladie d'Alzheimer pour pouvoir entrer en relation, donc souvent avoir un contact visuel. Une incapacité provoquée, ça c'est souvent involontaire, c'est-à-dire qu'on va faire quelque chose pour la personne alors qu'elle est en train de le faire, mais pas au même rythme que celui, auquel on est habitué ou auquel on voudrait que ça se fasse. Alors, la mise en échec, ça c'est un mot qui paraît un peu violent, mais en fait, c'est une mise en situation de difficulté pour une personne qui n'a plus les capacités cognitives nécessaires pour faire la tâche qu'on lui demande de faire, même si c'est quelque chose qu'elle a fait toute sa vie. Là, c'est l'exemple, par exemple, des maîtresses d'école, quand en accueil de jour, on leur dit vous connaissez bien ça, vous avez été maîtresse, et en fait, la personne est en difficulté parce qu'elle n'est plus capable d'écrire correctement ou de suivre une ligne. Voilà. Après, il y a l'invalidation, c'est l'expression des désirs qui n'est pas entendue. Et il peut y avoir aussi des personnes qui ont un mode de vie, un mode de fonctionnement où en réponse à une contrainte ou à une frustration, il va y avoir une impulsivité. Donc, dans la petite diapo avec l'aidant et le malade, il y a aussi la petite étoile du confinement. Ça, j'avais voulu vous en parler parce que, en fait, lors du premier confinement, beaucoup de malades et leurs aidants se sont retrouvés isolés dans une situation inextricable avec un accès aux soins qui était quasiment impossible. Le confinement lui-même est devenu une situation à risque de décompensation des troubles psychocomportementaux, que ce soit pour une personne qui souffre de maladie d'Alzheimer ou pas. Et donc, dans les facteurs liés au confinement, ceux qui se sont surajoutés déjà aux difficultés des aidants, ce sont les contraintes supplémentaires avec pas de sortie possible. Donc, pour les personnes déambulantes, ça devenait compliqué à gérer. Nécessité d'avoir un papier sur soi, une attestation, sortie avec un masque. L'isolement s'est majoré aussi, l'isolement social, tant sur le plan amical, familial, parce qu'on avait peur de contracter le virus ou de le transmettre. Il y a eu un sentiment d'insécurité pour tous, mais avec parfois des événements de vie traumatisants qui ont été revécus justement par les personnes malades, parce qu'il y a eu un vocabulaire à connotation négative d'utiliser, entre couvre-feu, guerre. On a des patients qui sont arrivés à l'UCC parce qu'en fait, ils pensaient qu'on était vraiment en guerre. Donc, ils allaient chercher le fusil et ils voulaient sortir pour se protéger. Donc, il y a cette ambiance anxiogène. Et puis, la limitation de l'accès aux soins avec la fermeture des accueils de jour, les arrêts de travail peut-être des aidants professionnels et les roulements plus fréquents et l'arrêt des consultations en présentiel. Donc, du coup, voilà, on a vu une décompensation des troubles anxieux, des dépressions délirantes, des sorties inopinées du domicile et des troubles du sommeil. Pour revenir aux situations à risque les plus fréquentes, on va pouvoir considérer qu'il y a peut-être deux types de situations à risque à domicile que vous allez rencontrer. C'est celles qui vont être liées aux capacités cognitives et à l'environnement. Donc, l'opposition aux soins à la toilette. Donc, ça, c'est vrai que la pudeur, elle en est très souvent la cause, parce qu'en fait, la peur de l'incapacité ou de dépendre d'une autre personne pour ce qui touche à son intimité, elle est partagée par tous, quel que soit l'âge. Après, il va falloir ajuster le soin du coup aux capacités de la personne, et en gardant en tête ce que tu fais pour moi, mais sans moi, tu le fais contre moi. Ça, c'est vrai. C'est que quand on fait quelque chose pour une personne, il faut aussi la laisser rester maître de son intimité, respecter son rythme, la faire selon ses habitudes, et que pour la toilette, c'est la mémoire procédurale en fait qui est en jeu, comme celle qu'on utilise pour faire du vélo. Donc en fait, on se rend compte que finalement, la capacité à faire ses soins d'hygiène, elle est longtemps préservée. Mais c'est le fait parfois de faire pour une personne qui fait qu'elle va perdre plus facilement l'habitude, le réflexe, et alors que finalement, en guidant la personne, en
en utilisant le mimétisme, parfois ça peut aider beaucoup. Dans les autres situations à risque, il y a l'atteinte du langage. Donc, c'est vrai que l'atteinte du langage, c'est le premier facteur de risque d'une agressivité. Les personnes qui ont une aphasie primaire progressive ou des aphasies sémantiques sont à risque de troubles anxieux et de syndrome dépressif. Une personne qui cherche ses mots, qui ne comprend pas ce que vous allez lui dire, peut facilement devenir agressive. L'intérêt de l'orthophonie, ça c'est certain, mais parfois aussi d'autres techniques de communication dont on va parler un peu plus tard. Après, il y a le syndrome du coucher de soleil. Alors ça, c'est donc ce dont on parlait, la résurgence de l'angoisse de fin de journée, qui peut être responsable de déambulation compulsive, majorée par les troubles sensoriels au niveau de la vue ou d'audition. Et mise en place de rituels apaisants, en fait, en fin de journée, peut permettre de calmer la personne, reconnaître l'émotion ressentie. Donc, les rituels apaisants, ça peut être faire ensemble le tour de fermeture des volets, mettre en place une lumière douce tamisée, utiliser une musique ou des huiles essentielles, mais avoir des rituels qui vont être répétés, qu'on va faire à chaque fois à la même heure pour que ça puisse être efficace au niveau de l'apaisement. Alors, par rapport à la mise en situation d'échec, on en a déjà parlé un peu, c'est-à-dire tenir compte des capacités cognitives de la personne. En fait, parfois, trop de stimulation va être délétère, finalement. Il va falloir savoir doser en fonction du seuil de tolérance aussi du malade et des capacités attentionnelles. Parce que si on lui demande de faire trop de choses qu'elle n'est plus en capacité de faire, ça risque d'être très mal vécu. Et puis la douleur chronique ou l'inconfort. Donc parfois juste des chaussures trop petites. Ensuite, il y a d'autres situations qui peuvent être d'allure psychiatrique que vous pouvez rencontrer à domicile, qui vont être liées à l'évolution de la pathologie neurodégénérative. Donc, on parle souvent de personnes qui ne reconnaissent pas leurs proches. Donc, ça, c'est la prosopagnosie. Le fait de ne pas reconnaître son proche, c'est une atteinte neurologique. C'est pas visuel. C'est pas lié à la vue. C'est vraiment une atteinte neurologique de l'évolution de la maladie. Par contre, parfois, comme la personne malade va interpréter un peu son environnement et ce qui se passe autour d'elle, finalement, ce proche peut devenir un intrus ou un usurpateur d'identité. Quelqu'un qui se fait passer pour son épouse. Ça, c'est ce qu'on appelle le syndrome de Capgras. C'est un trouble d'allure psychiatrique, mais qui est vraiment d'ordre neurologique. Donc, c'est compliqué parce que ça peut être difficile à gérer pour un proche qui finalement va passer pour un intrus. Le malade risque d'être agressif à son égard. Parfois, juste de changer le contexte en changeant de pièce ou en changeant de vêtements, ça peut aider à resituer le malade face à son proche. Et pour des situations simples de prosopagnosie, de non-reconnaissance du visage du proche, comme c'est d'ordre neurologique, il faut du temps aussi pour que la personne puisse vous remettre vous resituer. Elle vous reconnaîtra toujours par le lien filial, en fait, ça c'est certain. Mais parfois, elle ne pourra pas mettre un nom sur votre visage. Donc, ça va être votre façon de lui parler, votre parfum, les habitudes que vous avez ou au niveau du toucher qui vont permettre à la personne malade de vous resituer. La déambulation compulsive, qui peut conduire à des sorties inopinées. Donc, c'est un besoin irrépressible de marcher, une sorte d'activité locomotrice impulsive avec ou sans but. Donc, il va y avoir différentes formes. Il peut y avoir des comportements de recherche. En fait, des personnes qui vont chercher des lieux, des objets, des personnes, des conduites de fuite avec les fugues, des conduites exploratrices où la personne va manipuler les objets. Après, c'est difficile des fois de donner un sens, mais c'est aussi en faisant une analyse comportementale qu'on peut mieux comprendre un peu ce qui se passe. Est-ce que c'est une réponse à une angoisse, à une douleur? Est-ce que c'est autostimulant? Est-ce que ça donne un sentiment d'existence? Dans les déambulations compulsives, moi, j'ai le souvenir d'un monsieur qui, tous les jours, sortait à la même heure pour retourner à sa maison d'enfance. Alors là, on arrive aussi sur un délire d'identification des lieux, c'est que cette personne ne reconnaissait plus son domicile familial parce qu'il était dans sa mémoire ancienne. Il était à un moment de désorientation personnelle où finalement, il revivait des événements de sa vie avant son mariage. Il y avait plusieurs problématiques dans cette situation. C'est le délire de non-reconnaissance de son domicile conjugal, de non-reconnaissance de son épouse et la déambulation avec les sorties inopinées. Pour la déambulation, on peut proposer des activités de marche, de sortir, faire des promenades, des mouvements aussi, bouger avec de la gymnastique douce et des activités relaxantes en fonction de la personne, évidemment.
Alors, la perte des convenances sociales, c'est des inhibitions verbales ou physiques. C'est lié à une atteinte du lobe frontal. Le lobe frontal qui sert un peu de chef d'orchestre à chaque personne, qui nous permet de bien nous conduire en collectivité, d'avoir une conduite sociale adaptée. Donc, c'est très fréquent aussi dans l'évolution, mais avancée des maladies cognitives, on la rencontre plutôt dans la dégénérescence frontotemporale, les atteintes vasculaires avec les accidents vasculaires cérébraux au niveau du lobe frontal, ou la maladie d'Alzheimer de forme frontale. Voilà. Là, l'important, c'est de pouvoir donner des limites à la personne, de pouvoir remplacer son lobe frontal. Mais ce qui n'est pas toujours évident non plus quand on est aidant. Comme on disait tout à l'heure, vous ne pouvez pas vous transformer en soignant. Au niveau des troubles du sommeil, de toute façon, ils se modifient avec l'âge, mais il y a certaines maladies neurodégénératives comme la maladie à cœur de Lewy, où il peut y avoir des troubles du sommeil paradoxaux avec des rêves éveillés, qui peuvent parfois être angoissants et très productifs. Alors, les hallucinations visuelles, on les rencontre aussi dans la maladie. Par rapport à la prise en charge, on va surtout évaluer le retentissement sur la psychologie de la personne et puis éliminer une atteinte de la vue. Je ne vous ai pas parlé non plus de la nosognosie. La nosognosie, donc, c'est la non-reconnaissance de la maladie par la personne qui va refuser toute intervention extérieure parce qu'elle n'en a pas besoin étant donné qu'elle n'est pas malade. Donc ça, c'est une situation qu'on rencontre très souvent et pour laquelle les soignants aussi vont être en difficulté, avec une argumentation qui va être inefficace, voire délétère sur le comportement de la personne malade. Parfois, du coup, cette personne a eu une consultation, a eu un diagnostic. Lui dire simplement « je ne sais pas quoi te répondre puisque tu n'es pas d'accord avec moi », mais rester évasif, ne pas argumenter parce que vous allez vous épuiser. Ou alors lui dire « ce que je vais te dire, ça ne va pas te plaire », et puis reconnaître l'expression de sa colère face à ses pertes. Quelques pistes dont on a déjà un peu parlé en faisant le listing de tous ces troubles du comportement qu'on peut rencontrer à domicile. C'est certain qu'il y a beaucoup de choses qui vont vous paraître plus faciles à dire qu'à faire. De connaître vos limites aussi, comme dans la petite diapositive où il y avait le binôme aidant malade, parce que c'est vrai qu'on peut plus ou moins facilement être apte à s'occuper d'une personne qui présente une agitation, une agressivité, mais quel que soit en fait son état de santé. Il faut accepter aussi qu'on puisse avoir des émotions parce que souvent, les aidants vont pas s'autoriser à montrer leurs émotions aux malades pour ne pas le faire souffrir. Malgré tout, vous restez toujours un couple ou bien vous restez toujours une famille, donc pouvoir les partager avec son conjoint, ça fait partie aussi de votre histoire et de l'aider malgré tout à avancer dans la maladie. Rester authentique et sincère, toujours, ne pas essayer à inventer des histoires ou rentrer dans les idées délirantes. Et puis savoir qu'il n'y a pas de mauvaise attitude, qu'on a souvent ce sentiment de culpabilité, mais que chacun réagit avec les ressources et les connaissances dont il dispose. Et ce que fera le malade, ce ne sera pas volontaire, ce ne sera pas intentionnel, ce ne sera pas de sa faute. S'il n'est pas capable de s'habiller correctement, qu'il met 3 pulls, ce n'est pas de sa faute. Et ce qui arrive à votre proche, ce n'est pas de la vôtre non plus. Ce n'est pas de votre faute non plus. Voilà. On va arriver à quelques pistes d'apaisement. Donc, je vais vous parler de quelques techniques de son non médicamenteuses. Donc, ça va être surtout la communication qui va, même s'il y a des troubles phasiques, utiliser une voix douce, calme et posée, ne pas trop argumenter, toujours capter l'attention pour ne pas surprendre la personne. Parler d'adulte à adulte. En gros, c'est la question de l'infantilisation de la personne malade, en fait, de la rendre plus vulnérable en l'infantilisant. Si on parle d'adulte à enfant, sans le vouloir, c'est involontaire, il peut y avoir une réaction justement agressive parce que c'est l'enfant rebelle qui sort de la personne malade, en fait. Voilà. Utiliser la communication non verbale en cas de troubles phasiques, donc les mimes. Quand on est coincé dans une histoire d'argumentation dont on n'arrive pas à se sortir, dans le service, par exemple, c'est je veux rentrer à la maison, tu me ramènes à la maison. Voilà, ça, c'est la demande permanente des malades qui sont hospitalisés. Donc, utiliser un autre sujet de conversation, finalement.
de divertir la personne par autre chose, par quelque chose de positif. Pour ce qui est des soins, respecter le choix de la personne en la laissant décider pour qu'elle puisse être acteur du soin. Donc ça, c'est plus facile à dire qu'à faire aussi. Mais en même temps, la personne va être plus sereine, même si elle fait elle-même son soin et qu'il n'est pas fait de façon correcte, que si quelqu'un l'a fait pour elle, sans respecter ses valeurs et son choix. En ce qui concerne l'habillage, la technique du choix illusoire, c'est un exemple. C'est une personne qui refuse de s'habiller ou d'enlever son pyjama, lui proposer par exemple un polo rouge, un polo bleu et lui dire bon bah d'accord, tu veux mettre lequel? Et donc dans la mesure du possible, ne pas contraindre. Par rapport à la communication, toujours des techniques de soins non médicamenteuses comme la positivité. C'est une technique de communication qui va permettre de rassurer la personne en reconnaissant ses émotions et en utilisant des termes à valence positive. Et donc, utiliser des termes à valeur positive, c'est ne pas parler de froid, de peur, de solitude, de douleur, mais réfléchir aux phrases qu'on va utiliser pour pouvoir être rassurant auprès de la personne malade. Une autre technique de soin peut être utilisée surtout dans la déambulation compulsive. Donc chez des personnes qui ont une maladie plus avancée, c'est la synchronisation. Alors ça, c'est pour la déambulation compulsive ou pour les comportements stéréotypés, les comportements de frottement de table ou de bricolage la personne reste bloquée dans un coin à bricoler la poignée de porte en la bougeant dans tous les sens. C'est imiter la personne en étant sur la même cadence pour l'inviter à nous rejoindre. Pas toujours facile à mettre en place, mais quand une personne est déambulante, en marchant sur le même rythme, en étant en mimétisme en fait avec la même gestuelle avec elle, on peut la synchroniser et au bout d'un moment, l'amener, la guider vers un apaisement. L'autre technique de soin, donc ça c'est pour des personnes qui ont une maladie à un stade modéré ou léger, c'est l'utilisation de la cohérence cardiaque. Donc c'est des séances de méditation un peu en prenant conscience de la respiration et de son rythme cardiaque, en focalisant son attention sur son rythme cardiaque. Ça peut être aussi une technique de soin du coup pour les aidants, qu'on peut faire à deux. Quand on sent qu'il y a de l'angoisse, par exemple, en fin de journée, on peut aussi utiliser cette technique pour pouvoir prendre un temps de relaxation aidant malade. Donc là, vous avez aussi deux applications que vous pouvez télécharger, que vous connaissez sans doute. Et du coup, par rapport à tout ce dont on a parlé, vous voyez bien que quand il y a un trouble, une agitation, une agressivité qui peut être liée à l'environnement, finalement, la place des médicaments, le médicament n'a pas sa place, à moins qu'il y ait un retentissement anxieux sévère, un trouble anxieux réactionnel. Mais voilà, lorsque c'est environnemental, souvent, le médicament n'aura pas sa place. Il faut vraiment pouvoir analyser, comprendre, pouvoir prévenir et anticiper avant de décider d'un médicament. Le médicament, il va être indiqué quand on a une décompensation d'une pathologie plutôt d'ordre psychiatrique, comme une dépression sévère, ou une phase maniaque chez les personnes qui peuvent présenter une désinhibition, par exemple, ou un trouble anxieux pathologique. On peut proposer aussi un médicament pour traiter les hallucinations, que ce soit dans la maladie à cœur de Lewy ou la maladie d'Alzheimer, lorsqu'il y a une tonalité angoissante avec un retentissement psychologique chez le malade ou sur son rythme de vie. Et pour les troubles du sommeil, avant tout traitement sédatif, l'important c'est de pouvoir réaliser un agenda du sommeil. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas en arriver non plus à un épuisement de l'aidant qui ne dort pas pour surveiller le rythme du sommeil de la personne malade. Pour gérer une crise, le principal, si vous êtes vraiment sur une crise d'agitation et d'agressivité, donc c'est se protéger et faire appel à un renfort. Donc, c'est un peu ce qu'on fait dans les services. Donc pour vous, le renfort en cas d'aide à domicile, ça va être le SAMU ou les pompiers. Une situation d'agressivité, c'est une situation d'urgence où toute autre activité doit cesser. Si vous pouvez passer le relais, c'est super. Si vous êtes seul à domicile, il faut peut-être discuter d'une hospitalisation. Et si vous vous trouvez dans des situations où cette agitation ou cette agressivité est un peu répétée, il faut en informer votre médecin, le neurologue qui suit la personne, ou les centres de mémoire. Voilà. Après, en ce qui concerne l'aidant, jusqu'à quand est-ce qu'on peut gérer une situation d'agressivité ou d'agitation à domicile? Donc ça, c'est difficile aussi comme question. C'est qu'il faut pouvoir connaître soi-même ses propres limites et souvent, on va aller au-delà nous-mêmes de nos limites, on ne va pas s'écouter.
Donc c'est pour ça que je vous ai parlé de se connaître soi-même, d'être empathique avec soi-même, être à l'écoute de soi-même, prendre conscience de ses capacités, de son seuil de tolérance. Le seuil de tolérance, il est individuel. Et la difficulté, c'est que vous êtes 24 heures sur 24 avec une personne malade, vous vous trouvez en première ligne avec un vécu qui peut être difficile émotionnellement, parce que vous allez vous trouver face à une personne qui a complètement changé par rapport à la personne que vous connaissiez. Et puis, il y a toutes les promesses que vous vous êtes faites, style de ne pas aller en maison de retraite ou bien de toujours rester à la maison. Par rapport à ça, l'aidant doit être accompagné et il ne va pas toujours être capable d'admettre ses limites. Mais malgré tout, il va y avoir des limites qui vont vous être données par la maladie. Ça va être la mise en danger de l'aidant ou du malade avec le risque le risque d'atteinte à l'intégrité physique de l'aidant, la difficulté de mettre en place un environnement sécurisant pour le malade, parce que du coup, on ne peut pas tout changer en fait à la maison. Hein. Au bout d'un moment, finalement, l'environnement peut devenir anxiogène pour une personne malade et le mettre en danger avec une déambulation et des sorties inopinées. Puis l'autre limite, c'est l'épuisement des dents, parce que l'aidant est hyper vigilant et va avoir un manque de sommeil aussi, qui va y avoir son humeur et sur son corps. Par rapport aux aides et aux ressources, je vous ai mis un livre qui permet vraiment de décortiquer un petit peu tous les troubles et de les analyser en prenant en compte le fait que ce sont des personnes et pas des malades. C'est vraiment un livre que je vous conseille. Dans les aides et ressources, il y a aussi les associations. Donc, comme on est à Nantes, je vous ai mis la Maison des aidants. Dans les autres associations, évidemment, il y a France Alzheimer. Il y a tout ce qui est halte répit, halte relais, accueil de jour, service de relayage à domicile. Mais bon, c'est pas toujours facile d'avoir des places. Et puis, il faut que la personne accepte aussi d'y aller, surtout si elle considère qu'elle n'est pas malade. Il y a quelques accueils de nuit, des séjours temporaires. On a possibilité de faire accueillir une personne malade jusqu'à 3 mois sur un an. 3 mois par an, ça fait 90 jours de séjour temporaire possible. Tout ça, vous pouvez avoir des informations auprès des clics. Et puis, alors après, quand on arrive à un moment où il faut gérer une crise, donc c'est les hospitalisations dans des services dédiés. Donc, depuis le plan Alzheimer 2008-2012, il y a les unités cognitivo-comportementales qui existent. Il y en a à peu près une par région. Ces services vont permettre de gérer une situation de crise. Donc, sur l'adresse de la Société française de gériatrie et de gérontologie, vous avez la liste de toutes les UCC. Donc pour conclure, on peut dire que la personne souffrant de maladie d'Alzheimer ou apparentée ne va pas devenir agressive avec l'évolution de sa maladie. En fait, une agitation ou une agressivité, elle a souvent des causes multiples et elle survient souvent en réponse à un sentiment d'insécurité ou de danger chez une personne vulnérable qui n'est plus maître de sa capacité cognitive. Dans certaines situations, il va y avoir une décompensation d'une pathologie psychiatrique ou d'un trouble de la personnalité qui pourra justifier l'adaptation d'un traitement médicamenteux avec une indication bien précise. D'où l'importance de réaliser une évaluation individuelle, personnalisée, en prenant en compte le malade dans sa globalité, tant psychologique que cognitive, parce qu'il n'y aura pas de généralité, que chaque personne sera différente. L'équilibre du binôme malade-aidant est nécessaire au bien-être de chacun, et une information justement du coup de l'aidant est importante pour pouvoir prévenir une situation d'agressivité, parce que quand on connaît, on est mieux armé pour pouvoir faire face. Pour autant, malgré tout, pour pouvoir accompagner son proche et ne pas se retrouver en situation d'épuisement, l'aidant doit savoir garder sa place de proche et ne pas se transformer en super soignant. L'accompagnement individuel de l'aidant peut lui permettre de connaître ses limites émotionnelles et son seuil de tolérance. Après, lutter contre l'isolement social, parce que l'isolement du binôme est un facteur de risque de déséquilibre du couple aidant-malade, et oser faire appel aux ressources pour aller plus loin ensemble et parfois passer le relais. Merci Caroline pour ce panorama complet, bien expliqué et qui permet d'aller sur des solutions aux problèmes qui se posent. On se rend compte que les troubles du comportement, c'est ce qui fait la grande difficulté de la maladie d'Alzheimer dans l'évolution, que chaque malade va être différent, il n'y en a pas deux qui sont identiques, il y en a qui auront des troubles beaucoup plus précoces que d'autres, certains auront des troubles beaucoup plus graves, beaucoup plus difficiles à prendre en charge que d'autres, mais il y a toujours quelque chose à faire, et en tout cas, il faut le faire pour ce qui concerne les dents, sans se mettre soi-même en danger, parce que sinon, à terme, on met aussi en danger le malade.